15e semaine de mobilisation pour les Gilets jaunes. En dépit d'une actualité délicate, des dizaines de milliers de Français devraient retourner dans la rue pour exprimer une nouvelle fois leur mécontentement face à l'exécutif. La 56e édition du Salon de l'Agriculture ouvre ses portes samedi, l'occasion pour les agriculteurs de retisser un lien de confiance avec les Français, alors que le monde paysan continue de s'interroger sur son devenir. Avec un nouveau record de vente en 2018, le secteur du jeu vidéo n'en finit plus d'atteindre des sommets, une performance qui le place loin devant la littérature ou encore la musique. Madame, Monsieur, bonsoir. Les Gilets jaunes veulent maintenir la pression. Malgré une actualité lourde, les mécontents comptent bien se retrouver samedi partout en France pour maintenir la pression sur l'exécutif. Les Gilets jaunes survivront-ils à une semaine d'actualité lourde et faite d'autant de récupération que de scandales ? À l'affût du moindre dérapage des manifestants et cherchant coûte que coûte à se débarrasser du mouvement, la majorité a profité du petit chahut autour du philosophe Alain Finkielkraut et des autrement plus graves profanations d'un cimetière israélite qui ont eu lieu en Alsace pour faire diversion et mettre en cause le climat délétère qui règne dans le pays. Jouant sur la confusion entre des actes de délinquants isolés et la grande majorité de manifestants qui réclament seulement plus de justice fiscale notamment, le gouvernement espère bien avoir mis un coup fatal aux Gilets jaunes. Mais à en croire l'activité des mécontents sur les réseaux sociaux, l'affaire pourrait bien être partie pour durer encore un peu. Ainsi, loin de la capitale qui suscite systématiquement le plus d'attention des médias, c'est partout en France que les manifestants ont organisé des mobilisations. La ville de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, devrait accueillir l'une des principales mobilisations en dépit des efforts du pouvoir pour freiner le mouvement. En effet, la SNCF, où les syndicats jalousent le mouvement des Gilets jaunes, a promis un trafic ferroviaire quasi nul et un arrêté préfectoral permettra des contrôles des voyageurs, de quoi convaincre les plus récalcitrants au virage sécuritaire du quinquennat Macron. Les Gilets jaunes de Lorraine se sont pour leur part donné rendez-vous à Épinal, dans les Vosges, ville assez active depuis le début des manifestations. D'autres villes phares du mouvement pourraient aussi connaître des mobilisations d'ampleur. On pense notamment à Toulouse, où des milliers de personnes se rassemblent chaque semaine, mais aussi Bordeaux, Lille ou encore Strasbourg. Plus original, des Gilets jaunes ont prévu d'organiser un pique-nique dans les jardins de Chambord, un pied de nez au président Macron qui avait fêté son anniversaire. Enfin, la ville de Paris devrait une nouvelle fois voir des milliers de participants affluer, notamment sur les Champs-Élysées. Et les chiffres truqués des semaines passées pourraient cette fois être utiles aux manifestants. En effet, en évoquant le chiffre fantaisiste de 5000 participants dans la capitale lors de l'acte 14, la préfecture aura probablement du mal à descendre plus bas et à préserver un peu de crédibilité. Cet acte 15 sera une nouvelle fois observé de très près et pourrait, en cas de réussite, montrer la voie à un mode de contestation qui s'inscrit dans la durée. L'intérêt pour le mouvement sera de tenir jusqu'au début du mois de mars. En effet, les Gilets jaunes ont annoncé partout en France un acte décisif du 8 au 10 mars prochain, comme nous vous l'annoncions déjà lundi 18 février à la faveur d'un appel, notamment d'Hervé Giacomoni, porte-parole des mécontents dans l'Aube. Les événements très bientôt, et je vous le dis encore une fois, n'oubliez pas le 8 mars. Le 8 mars, on va compter sur vous tous, des photos très bientôt. Il faudra tous se réunir à un point précis. Et là, il faudra être prêt. C'est le moment jamais où on fera trembler et plier le gouvernement. Révolution ! Vous êtes prêts ? Des appels analogues à un acte décisif pour mars ont également été lancés par des figures de premier plan du mouvement comme Éric Drouet ou Jérôme Rodriguez. Il s'agira alors de renouer avec des manifestations de masse et ne pas transformer ces journées en baroud d'honneur. Vous l'aurez compris, l'objectif de l'acte 15 consistera plus à maintenir la flamme en dépit d'une actualité lourde et de sa récupération tout aussi lourde d'une partie de la classe politique, la majorité en première ligne, et donc de préparer un mois de mars décisif. Le monde agricole revient à Paris samedi. La 56e édition du Salon de l'Agriculture ouvre ses portes de Versailles. L'occasion pour les agriculteurs de faire remonter leur doléance alors que le secteur est en proie à une grave crise financière, notamment Thibaut Bastide. 1 millier d'exposants, 30 000 professionnels, 4 000 bêtes et plus de 600 000 visiteurs attendus.
Voilà le programme de la 56e édition du Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes samedi, porte de Versailles à Paris. Comme chaque année, le rendez-vous devrait connaître un énorme succès, un engouement essentiel pour un secteur en grande difficulté. En effet, si 85% des Français ont une bonne image des agriculteurs, ces derniers se sentent de plus en plus délaissés par les pouvoirs publics. Cette édition 2019 revêt un caractère d'autant plus symbolique qu'elle s'inscrit en plein mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, le salon a choisi cette année de mettre l'humain à l'honneur en faisant la part belle aux femmes et hommes qui développent leur talent au service de l'alimentation des citoyens. Une façon de rapprocher producteurs et consommateurs alors que l'attention de ces derniers se concentre de plus en plus sur la traçabilité des aliments. Des aspirations qui se conjuguent avec celles des agriculteurs d'être rémunérés pour leur travail au juste prix. Ce sera aussi l'occasion pour eux de combattre l'agribashing dont ils sont victimes selon le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. Des critiques qui s'expliquent par l'évolution à plusieurs vitesses d'un secteur où agriculteurs bio, éco-responsables et tenant d'une agriculture intensive cohabitent dans un domaine en pleine mutation. Mais la profession voudra aussi alerter les citoyens sur son extrême précarité. Un agriculteur ne gagne en effet que 1 250 € en moyenne par mois et 1 sur 3 doit se contenter de seulement 350 €. Une situation qui vire au drame puisqu'un exploitant se suicide tous les 2 jours en France. Ainsi, il pourrait profiter de l'occasion pour sensibiliser Emmanuel Macron à cette question. Le président qui devrait inaugurer le salon samedi en livrant un discours devant 500 jeunes venus de toute l'Europe. L'occasion d'évoquer le toujours très sensible sujet de la PAC, la politique agricole commune. Malgré cela, les agriculteurs auront à cœur de sensibiliser les différentes personnalités politiques de passage à l'amélioration de leurs conditions de travail. Quelques semaines après l'introduction de la loi alimentation qui doit, en théorie, mieux rétribuer les éleveurs en modifiant l'encadrement des prix dans la grande distribution. C'est donc un grand flou qui plane autour du secteur à l'heure où l'agriculture connaît de grands bouleversements. L'édition 2019 du Salon de l'Agriculture ne devrait donc pas manquer d'animation. Le secteur du jeu vidéo se porte bien avec des ventes frôlant les 5 milliards d'euros en France l'année dernière. Le loisir a atteint son plus haut niveau, bien loin devant le secteur du livre ou encore celui de la musique. Thibaut Bastide. Les Français et les jeux vidéo, c'est une grande histoire d'amour qui dure. Selon un bilan annuel, les ventes totales de matériel PC et consoles, de jeux et d'accessoires, y compris sur mobile, ont atteint un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros l'année dernière en France. Une sacrée réussite pour un secteur très souvent critiqué, alors que de nombreuses voix s'accordaient à dire que les jeux vidéo étaient réservés aux garçons boutonneux à lunettes. Force est de constater que c'est tout le contraire. En effet, depuis de nombreuses années, les développeurs s'appliquent à proposer des gammes pour petits et grands, et surtout pour garçons et filles. Un phénomène qui peut expliquer en partie la réussite du jeu vidéo parmi la population. Une telle réussite que le marché est à son plus haut sommet historique avec une croissance de 15% en un an. Des résultats qui le placent loin devant le marché du livre avec un peu moins de 4 milliards d'euros de revenus, ou que celui de la musique qui est à la traîne sous la barre du milliard d'euros. Évidemment, le secteur du jeu vidéo peut compter sur ces locomotives que sont l'indéboulonnable FIFA, le célèbre jeu de football, qui a d'ailleurs franchi la barre du million de ventes au format physique en France l'année dernière. Vient ensuite le jeu d'action Red Dead Redemption 2, deux titres qui ont largement distancé les poursuivants et notamment le petit plombier moustachu Mario. Alors que l'univers des consoles représente plus de la moitié des dépenses des Français, un petit bouleversement est néanmoins sur le point de s'opérer. En effet, si les achats de consoles et de jeux au format physique sont restés stables par rapport à 2017. La dynamique grimpe en flèche du côté du digital. Les dépenses ont bondi de 67% en un an à 918 millions d'euros. Un résultat encore loin des bonnes vieilles consoles, mais qui a tendance à grappiller du terrain et les développeurs de jeux vidéo l'ont bien compris. Désormais, place au contenu additionnel payant, aux abonnements en ligne et un catalogue pour mobile toujours plus important. Ainsi, tous les voyants sont au vert pour que les Français ne débranchent pas leur console et que les esprits chagrin se console, le monde du jeu vidéo a aussi opéré une mue culturelle en proposant toujours plus de titres tournés vers l'histoire et le patrimoine, de quoi susciter l'intérêt des plus jeunes générations, souvent peu perméables à la culture. Encore Thibaut Bastide, mais cette fois-ci pour l'actualité en bref. J'ai purgé ma peine et peut-être le temps peut-il donner droit à l'oubli.
Le droit à l'oubli, c'est ce qu'a demandé le futur membre du Conseil constitutionnel, Alain Juppé, lors de son audition jeudi devant la commission des lois préalable à sa nomination. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac a en effet été condamné en 2004 à 14 mois de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Il est désormais en passe de devenir membre puisque la commission des lois s'est prononcée en faveur de son entrée au Conseil constitutionnel. Un joli parachute doré à 16 211 € bruts par mois en plus de ses différentes retraites. Pour rappel, Alain Juppé, qui n'est pas juriste, sera amené à se prononcer sur des questions d'ordre juridique. La Croix-Rouge pas si humanitaire que ça, selon le récit de Yoann Blavigna, journaliste au Figaro, et Bénédicte Poirier, journaliste reporter d'Images. Dans le livre Charité bien ordonnée, les pratiques au sein de l'institution seraient plus que douteuses. Opérations financières juteuses, licenciements abusifs, politique du silence ou encore suicide. Le président de la Croix-Rouge depuis 2013, Jean-Jacques Eledjam, aurait mis en place un système basé sur la peur et la manipulation, des pratiques pas très charitables. La voix de Daesh réduite au silence. Mercredi, le djihadiste Fabien Klein a été tué par une frappe de la coalition internationale en Syrie. Son frère, Jean-Michel Klein, aurait quant à lui été grièvement blessé lors d'une frappe de la coalition, alors que les forces anti-État islamique sont en passe de faire tomber l'ultime réduit de l'organisation djihadiste dans l'est du pays. Fabien Klein avait notamment enregistré le message audio revendiquant les attentats du 13 novembre à Paris. Les États-Unis ne quitteront pas définitivement la Syrie. Quelques semaines après l'annonce du retrait des troupes américaines de Syrie par Donald Trump, le gouvernement états-unien a finalement indiqué qu'il maintiendrait environ 200 soldats sur place. Cette décision est intervenue après un échange téléphonique entre Donald Trump et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Alors que le groupe État islamique est sur le point d'être vaincu, Washington a également demandé à ses alliés au sein de la coalition internationale de constituer une force d'observateurs pour garantir la sécurité des alliés kurdes syriens. Le milliardaire britannique Richard Branson se met au service de l'ingérence américaine. Le sulfureux homme d'affaires organise un concert à la frontière entre la Colombie et le Venezuela pour demander l'entrée de l'aide humanitaire de Washington dans le pays. À 300 mètres de distance, côté Venezuela, un autre concert contre l'agression américaine se déroulera. Pourtant ouvertement hostile au président Trump, Richard Branson se met ainsi à son service contre le gouvernement de Caracas. Ces affrontements par concert interposés constituent une guerre de l'image entre les deux pays, les États-Unis voulant montrer au monde qu'ils souhaitent faire passer de l'aide humanitaire quand le président élu Nicolás Maduro refuse de laisser passer une aide qui a tout d'un cheval de Troie. Les JO pour tous, non, ce n'est pas le dernier slogan inclusif pour les mythiques épreuves qui nous viennent de la Grèce antique, mais bien une réalité qui devrait voir le jour en 2024 à Paris. 100 ans après avoir accueilli les Olympiades, la capitale française devrait innover pour les 33e Jeux de l'ère moderne et permettre l'arrivée de sportifs additionnels pour des épreuves, et tout particulièrement pour le marathon qui sera ouvert à tous les pratiquants de la course à pied. Les passionnés pourront ainsi courir le même jour que les champions du monde entier sur le même parcours, à un horaire décalé. Un rêve devenu réalité pour les fans de la guerre des étoiles. Le 10 février dernier, la Fédération française d'escrime a reconnu officiellement le combat au sabre laser. Ainsi, l'arme ancestrale des Jedi est désormais une discipline sportive officielle. C'est le côté physique des combats au sabre laser qui a convaincu la Fédération de reconnaître le sport officiellement. Une excellente nouvelle pour les amateurs et les amatrices de l'art Jedi qui pourront peut-être un jour participer aux Jeux Olympiques dans cette discipline. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une. Dérapage, Marlène Schiappa, Emmanuel Gave, 2 poids, 2 mesures. Et ce soir, retrouvez Bistro Liberté. Martial Bild et ses sociétaires reçoivent l'auteur Philippe Pascot, gilet jaune, homme de gauche et pourfendeur de la corruption. Ils débattent de la dernière enquête de l'IFOP sur le conspirationnisme en France et de l'état de léthargie générale 100 jours avant les élections européenne. Samedi, découvrez un nouveau numéro du Samedi Politique. Élise Blaise reçoit Loïc Le Floch-Prigent. Ensemble, ils évoquent le possible complot contre le PDG de Renault, Carlos Ghosn, incarcéré au Japon depuis novembre dernier.
J'ai compris immédiatement qu'il y avait un problème entre Nissan et Renault et qu'il fallait essayer d'éliminer Ghosn. On voit bien qu'il y a eu complot. C'est pas la peine de raconter d'histoire. Le problème, c'est de savoir d'où vient le complot. Le Wall Street Journal, il y a quelques jours, dit bah oui, on voit bien que le gouvernement japonais est derrière l'incarcération de Carlos Ghosn. C'est pas parce qu'un individu n'est pas sympathique qu'il n'est pas un grand patron. Enfin, je crois qu'il faut arrêter de considérer que c'est le journal Gala ou Paris Match qui vous indique quels sont les bons industriels. Les bons industriels, c'est ceux qui réussissent. Et dimanche, Guillaume de Thioloac vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré au voyage du pape à Abu Dhabi. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. L'autre soir, comme presque tous les soirs, la télé du bar diffusait en sordine cette émission qui consiste, vous savez, à essayer de se souvenir des paroles des chansons célèbres. Et c'est amusant, mais personne ne dit que ce programme est la conséquence de ce qu'on appelait dans les années 70-80 le matraquage. En effet, on peut s'apercevoir tous les soirs de la place qu'occupent dans nos mémoires des paroles qui, a priori, n'ont rien à y faire et que nous n'aurions pas choisi d'apprendre si nous avions eu le choix, mais nous ne l'avons pas eu. Par exemple, des paroles comme « Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid », ben, on s'en veut d'avoir mémorisé cette double négation ridicule, on s'en veut d'avoir retenu ce raccourci absurde, parce qu'à la rigueur, on n'a plus le droit de laisser mourir quelqu'un de faim ou de froid, mais chanter « On n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid », c'est grotesque. Voilà justement des paroles qu'on aurait dû oublier parce qu'on n'aurait même pas dû les écrire. Seulement voilà, le matraquage a été tellement insistant qu'on s'aperçoit, en suivant l'émission, qu'on se souvient de presque tout. Autre exemple, on va dire que je m'acharne sur le même, il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Quand vous relisez ça à tête reposée, vous vous dites que Verlaine et Jean Rostand, mais surtout Charles Trenet, doivent être très fatigués à force de se retourner dans leur tombe. Vous allez me dire aussi, mais à quoi ça sert de rappeler les méfaits du matraquage? Eh bien, ça sert à montrer que pour les animateurs de télévision, le matraquage, ça marche aussi. La preuve, on voit partout les mêmes depuis 30 ans. Et dans cette phrase, ce qui est important, c'est pas les mêmes, c'est partout. Par exemple, l'animateur-producteur de cette émission sur le matraquage est lui-même matraqué par le système à un tel degré qu'il anime en même temps 3 émissions, sans compter les participations comme producteur dans une douzaine d'autres, ce qui en fait tout naturellement l'animateur le plus populaire de France selon les sondages. Mais vous avez compris le principe, plus un personnage jouit d'une présence importante à l'écran, plus il s'impose dans notre emploi du temps, parce qu'à 19h, il n'y a rien d'autre à la télé, parce qu'on a pris l'habitude de le voir, parce que votre fille aînée l'aime bien, etc. Et donc plus il est matraqué, plus nous nous en souvenons, et le jour du sondage, quel est votre animateur préféré? C'est comme si on appuyait sur le bouton 1 de la télécommande, on le désigne lui parce qu'il est celui qui a la plus grosse présence, parce que c'est le premier bouton, la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais il y a des conséquences et quelques leçons à tirer de tout ça, et pour une fois je ne vais pas laisser Gustave le faire, c'est que cette omniprésence des mêmes partout, toujours depuis 30 ans, représente une injustice et une offense qui n'est pas sans rapport avec ce qui agite la France en ce moment dans le domaine politique et social sur le thème du « toujours les mêmes ». Quand les Gilets jaunes nous parlent d'oligarchie, on est obligé d'admettre qu'il existe une oligarchie télévisuelle qui ne partage pas, qui ne partage plus ses avantages et ses privilèges. Par exemple, si le service public consentait à diviser par 5 le budget alloué à notre homme là, qui anime, n'oubliez pas les paroles, et à attribuer chacune des 4 parts à 4 jeunes loups qui consentiraient à travailler en veste à paillettes pour un salaire inférieur, eh ben on découvrirait peut-être le futur animateur le plus populaire de France.
Et dans tous les domaines, c'est pareil. Le pouvoir, l'argent, l'influence ne se divisent plus, ils se monopolisent. Du coup, il n'est pas très étonnant qu'on assiste à une révolte de fond. Les gens commencent à comprendre que leur fils, même avec tous les talents du monde, n'a aucune chance de réussir, à moins de faire de la télé-réalité, c'est-à-dire de démarrer une carrière dans la dérision pour n'arriver à rien. Et puis aussi, et puis surtout, il y a un aspect de la question qu'on n'évoque pas assez, évidemment, c'est l'argent perçu. Qu'un animateur puisse se faire 1 500 000 par an, notamment parce qu'il occupe 20 heures de grille horaire du service public, est très gênant dans le contexte actuel. On songe à ces vieilles dames qui survivent avec 900 € par mois, qui ont un loyer à payer là-dessus quand même, et qui luttent pour ne pas atterrir dans un foyer. Eh bien, si elles connaissaient le budget de celui qu'elles élisent meilleur animateur de France, et surtout ses fréquentations, elles comprendraient qu'il y a un rapport. Vous vous dites comment ça, comment tel acteur, tel cinéaste peuvent se prononcer publiquement en ce moment en disant que les gilets jaunes commencent à les fatiguer sérieusement. La semaine suivante, vous voyez sortir une photo où on voit 4 personnes bras dessus, bras dessous. Hilar, l'acteur en question, le cinéaste aux cheveux teints qui glapit sans arrêt à la télévision que cette révolte est un scandale, l'ancien chef 68 art Cohn-Bendit. Et quel est le 4e sur la photo? Eh bien, c'est Emmanuel Macron lui-même, évidemment. Mais quel est le rapport avec notre homme des paroles de chansons, là? C'est simple, lui aussi, il siège partout. Il est tellement dans l'argent roi qu'il est obligé d'aller le gérer dans les conseils d'administration avec les milliardaires qui financent ses émissions. Donc, puisqu'il aime bien le rock, on pourrait lui rappeler les paroles de la chanson des Rolling Stones, « Sympathy for the Devil », où le diable s'exprime en disant « Je suis allé rôder du côté de Saint-Pétersbourg quand j'ai compris que l'heure du changement avait sonné ». Ben là, on l'aurait croisé récemment, le diable, dans les couloirs de France 2. À bientôt, abonnez-vous, merci. La France compte aujourd'hui près de 67 millions d'habitants, un chiffre en hausse de 0,3% par rapport à l'année dernière. Pourtant, le nombre de naissances en France ne cesse de baisser. Donc il pourrait y avoir une évolution contradictoire, un peu étrange, et pour ne pas dire fâcheuse. Comment la population peut-elle augmenter si le nombre des naissances baisse ? Il faut avoir en fait quelques chiffres en tête très simples. D'abord, le solde naturel entre les naissances et les décès reste positif. Il est donc assez logique que la population augmente, même si ce solde positif s'amenuise dangereusement. Deuxièmement, effectivement, le nombre des naissances a tendance à baisser chaque année. Pourquoi ? Ce que l'on appelle l'indice de fécondité diminue régulièrement depuis plusieurs années. Il est actuellement de 1,9, alors que pour le remplacement des générations, il faudrait qu'il soit de 2,1. Donc, il est logique que le nombre des naissances baisse. Cela dit, cet indice de fécondité doit être regardé de près. Pour les populations dites de souche, cet indice de fécondité n'est que de 1,6, alors que pour les populations d'origine immigrée, il est de 2,8. On voit donc bien que dans les naissances, la part des populations d'origine immigrée est très importante. Et puis, troisième chiffre qu'il faut évidemment avoir en tête, c'est que chaque année, la France accueille plus de 400 000 personnes sur son territoire, et cela évidemment gonfle les statistiques de la population française. Ces chiffres ne doivent pas masquer la dure réalité d'un pays qui n'envisage pas avec sérénité son avenir. Les familles, clairement, hésitent à s'agrandir. La politique familiale est désormais extrêmement peu incitative. Et donc, nous voyons bien que le dynamisme de la population française est essentiellement dû à la population immigrée. Là se trouve la part essentielle de notre prétendu dynamisme entre guillemets. Certes, la politique familiale pourrait être remise en route, mais tout ce qui se fait aujourd'hui va à l'encontre de cette idée.
Et on s'aperçoit clairement, depuis plusieurs années, que cette politique familiale ne permet pas d'enrayer la mécanique de détresse qui nous entraîne aujourd'hui inexorablement vers l'hiver démographique. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente soirée.